Oui, bonjour et bienvenue donc sur ce webinaire. Je vous propose que nous démarrions en fait donc maintenant. Donc merci de vous être connecté, vous êtes rendu disponible pour ce webinaire. Nous allons aborder donc ensemble, on va passer une petite heure ensemble, un peu comme ça, et on va être en 3 temps. Donc je me présente, je suis Anne Denelin, je suis basée sur Paris, je suis formatrice consultante et Digital Learning Manager pour MySkillCamp, basé pour la France. Et donc, dans ce temps de présentation, nous allons faire un état des lieux déjà rapide sur la tour d'horizon du digital learning et sur la formation dans les entreprises belges. Ensuite, nous verrons, ça sera à peu près autour de 10-15 minutes à peu près sur chacun. Ensuite, nous ferons un zoom sur aussi les pratiques d'évaluation dans la formation. Et puis, nous finirons avec une démonstration sur MySkillCamp pour mettre en pratique tout ce que nous aurons abordé. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat. Vous pouvez avoir un message. Je vous incite vraiment à faire ça parce que toute l'interactivité de ce webinaire, en fait, se passe pour l'instant par le chat. On peut aussi donner la parole dans certains cas. Si certains le souhaitent, c'est tout à fait possible. On est tout à fait ouvert à ça. Et donc, eh bien, on va démarrer avec, donc tout le monde m'entend, mais je n'ai pas de retour, mais c'est, voilà. Donc, vous avez aussi également Amandine qui fait la partie suivi technique de ce webinaire et qui me fera des retours s'il y a quoi que ce soit. Donc comme ça, je pourrai corriger en temps réel. N'hésitez pas, les questions se passent au fil du webinaire. On peut laisser un temps de réponse à la fin aussi, des questions-réponses. Il est tout à fait possible de le faire au fur et à mesure par cet outil de chat. Et tant que c'est à chaud, on va voir aussi que c'est important, les questions à froid, les questions à chaud. Nous aborderons ces points-là différemment. Donc, je vous propose de commencer. Là, on est dans les temps. Voilà, c'est parti. Donc là, l'état des lieux du digital learning sur 2017, c'est vrai qu'on sait que ça démarre quand même plutôt bien. C'est quand même une activité qui a le vent en poupe et qui est effectivement avec une augmentation qui se situe entre 7 et 15%, parce que ça dépend aussi un peu de la structure de l'entreprise. Elles sont de plus en plus nombreuses à avoir des plans de formation qui soient mixtes. Alors, mixte, pour rappel, c'est une formation qui soit aussi bien en présentiel qu'en distanciel. Et à travers ça, on retrouve le fameux blended learning qui est l'apprentissage mixte. Donc, ce qui peut être dit, c'est que c'est plus tellement un effet de mode pour l'instant. Maintenant, ça y est, les entreprises ont une réelle volonté de créer des parcours et leur objectif est de mieux coller à la réalité pour pouvoir faire en fait ces formations qui présentent plusieurs avantages. Alors, côté apprenant, c'est parce qu'ils ont entendu un peu ce que demandaient un peu les stagiaires, d'avoir un peu des outils qui étaient accessibles de partout. On retrouve un peu la flexibilité pour eux, le fameux ATAWAD qu'on lit un petit peu, qui est le Anytime, Anywhere, Any Device. En clair, c'est quand même plutôt n'importe quand, donc c'est une flexibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même si tout le monde ne pratique pas la formation de nuit, mais en tout cas, c'est possible. Pensez notamment aux infirmières, par exemple, qui, elles, peuvent très bien se former la nuit pendant leur temps de travail. D'autres métiers comme la sécurité également. Le Anywhere, c'est pouvoir le faire depuis aussi bien le métro, dans le métro que au bureau, que depuis chez soi ou depuis un lieu de villégiature, de ne pas être bloqué à un endroit à un moment donné, de pouvoir être beaucoup plus flexible. Et puis le Any-Device, c'est parce que les formations s'appliquent maintenant aussi bien sur smartphone que sur tablette, que sur PC. Et donc, c'est un petit peu tous ces engins, tous ces outils en fait qui sont recherchés pour pouvoir se former. Ça fait partie quand même de la préoccupation maintenant des formateurs de pouvoir être responsif comme ça sur tous ces outils. Alors, un des facteurs de choix quand même pourquoi les entreprises basculent vers le digital learning, c'est aussi, il y a aussi quand même le facteur, la motivation principale va être le gain financier. C'est avec, effectivement, ça a été de se dire que c'était la baisse des coûts des budgets de formation a fait que ça a contribué à repenser la formation autrement et à utiliser d'autres outils qui sont pratiqués par les apprenants, par les stagiaires et pas forcément par les formateurs. Donc, il y a toute une migration qui est en train de se faire et nous allons voir ça au fur et à mesure un petit peu pour vous en parler. Donc, là, voilà, je regarde en même temps s'il y a des questions en même temps, mais non, tout va bien. Je reviens donc sur les outils numériques en fait qui s'inscrivent aujourd'hui. C'était pour rendre aussi la formation aussi plus participative. Il y a de la recherche quand même sur une partie sociale quand même, de social learning qui est quand même importante.
et qui fait partie des outils incontournables du quotidien avec des facteurs de mobilité, comme je vous disais, le smartphone, de la vidéo, les plateformes collaboratives également, hein, et les réseaux sociaux. Alors, ce virage du digital learning se constate dans toutes les structures, toutes les typologies d'entreprises, qu'elles soient grandes ou petites, tout le monde y va. Pas forcément au même degré. On va voir quand même que les TPE, ça sera quand même très petites entreprises, ça va être un nouveau challenge, mais elles y sont aussi intéressées parce qu'en fait, le but, c'est d'intégrer, elles ont pour la plupart intégré des dispositifs de formation mixte à distance et en salle, même si des organismes de formation resteraient autour de 67% de proposer encore que du présentiel, mais ils ont une très très forte réflexion en cours sur justement cette migration et pouvoir aussi faire migrer en même temps cette transformation digitale vers les formateurs, parce que c'est aussi à eux d'animer ces parcours. Donc, ce n'est pas du tout la fin du présentiel, hein, contrairement à ce qu'on peut lire et entendre. Moi, je ne crois pas du tout à ça. Je pense que c'est juste, il faut penser à inclure la notion du numérique dans ce type de formation en y mettant du collaboratif. Vous avez des outils, par exemple, comme Klaxoon, qui est un outil qui permet de faire un peu d'animation à distance ou en salle, hein, et qui permet de faire des votes, des sondages. Donc, en fait, on ne supprime plus pas le présentiel, on l'accompagne, en fait, avec le digital. Hein. Donc là, je vais vous parler maintenant un petit peu du multimodal, en fait, sur les modalités de formation, qui restent d'actualité avec la formation mixte parce qu'elles alternent toujours le regroupement en salle pour le présentiel et le distanciel avec des classes virtuelles. Le présentiel, par exemple, pour information, passe. On m'entend, non ah, attendez, j'ai juste un changement de casque à faire. Je vous demande 2 petites minutes. Est-ce que vous m'entendez toujours? Je viens de changer de casque. Oui, d'accord, merci, excusez-moi, petit problème de pile sur, sur un casque, juste à l'improviste. Donc, j'étais sur les modalités de formation. En fait, le présentiel vient de basculer en fait à 24% seulement, il était à 25%. Il était à 34% encore l'année dernière de pratique, donc on voit comme ça une migration qui se fait. Et elle se fait vers quoi? Elle se fait vers des e-learning scénarisés avec des modules de moins de 30 minutes. Donc, on sait qu'on va sur des formats courts quand même maintenant. C'est aussi ce qui est demandé par les apprenants. Pour des classes virtuelles, avec une augmentation de plus 20%, hein, de plus 16%, pardon, c'est les e-learning scénarisés qui sont à plus 20%. Le rapid learning vient en augmentation de 13%, donc on s'aperçoit que c'est quelque chose qui commence à vraiment être proposé, puisque là on fait des petites capsules de 5 minutes à peu près pour exposer quelque chose, un sujet, un objectif pédagogique, et que par exemple sur un module de formation, on peut très bien avoir 3 capsules de 5 minutes maximum, quoi. Hein, pour avoir quelque chose de cohérent, ce qui fait qu'on découpe, en fait, on fait le fameux séquençage des parcours de formation. Vous allez aussi avoir le social learning, qui lui démarre avec un beau démarrage avec 12%. Donc, dans le social learning, on s'aperçoit que c'est toute la notion collaborative qui est dedans, donc qui dynamise la formation et qui anime le parcours de formation, puisque dans le social learning, l'apprenant n'est plus seul derrière son écran. En fait, il y a la communauté, aussi bien les apprenants que le formateur, qui arrivent et qui contribuent à travers ça, à travers du tutorat. On en parlera juste tout à l'heure, ça aussi. Et puis, il y a le serious game qui démarre aussi tranquillement. C'est aussi une question de coût, une question de scénarisation aussi à mettre. Ça ne s'applique pas partout. Et le serious game a un petit démarrage à 12%. Donc, c'est aussi quelque chose qui se fait. Le micro-learning est quand même avec des capsules de moins de 2 minutes. Là, on s'aperçoit que là, c'est qu'à 2% parce que pour l'instant, on cible ça vers du savoir-être, plus vers des outils de vente pour des commerciaux et autres. Donc, c'est quand même, ça concerne beaucoup moins tout le panel de la formation. Alors, ces modes vont permettre de varier les activités à l'apprenant, c'est quand même un gros avantage. Et aussi, un objectif qui n'est pas neutre et qui est recherché par bon nombre de formateurs et de responsables de formation, qui est de faciliter l'engagement et la motivation. Parce que le problème de la formation à distance, on l'a vu au travers des MOOC, c'était que le suivi de ceux qui arrivaient à la fin de leur parcours de formation n'était pas plus de 5%, et que le gros reproche qui était fait,
justement, c'était le manque d'accompagnement, le manque de relation avec le formateur, le manque de socialisation qui pouvait exister dedans. Ils étaient seuls, ils se sentaient complètement isolés et du coup, bah, ils décrochaient au cours des modules. Donc, c'est quelque chose, c'est vraiment un point de vigilance qui a été abordé. Et des outils techniques, des solutions de logiciels en tout cas, des outils ont proposé un peu de pallier à ce genre de problème avec le social learning dont on va parler un peu plus tard dans le fil d'actualité, par exemple, qu'on verra en démonstration sur la plateforme de MySkillCamp. Alors, le tutorat et la classe virtuelle, c'est quand même les deux outils qui décollent le plus à l'heure actuelle, ce qui est tout à fait normal puisqu'on est dans une phase de migration avec l'apprentissage mixte, on passe du présentiel et on y va en douceur et c'est très bien, je pense, comme ça aussi, parce qu'il faut accompagner aussi bien l'apprenant, aussi bien les formateurs et aussi bien les pratiques pour avoir un feedback et pour pouvoir suivre les évolutions et les améliorations à proposer dans ces parcours de formation. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment favorisant, qui favorise vraiment la formation. Donc, ce tutorat, il améliorerait la formation de 53%, de ce que les dernières informations que j'ai pu lire. Donc, c'est le suivi des parcours de formation. L'apprenant se sent donc moins seul et l'animation du formateur prend toute sa mesure dans ce mode pédagogique. C'est-à-dire que toute l'animation qu'il peut avoir en présentiel quand il est en salle, là, il peut aussi avoir une autre forme d'animation qui peut être le tutorat. Le tutorat va être des fois du tutorat collectif et va parler au groupe, comme là, je le fais en ce moment. Mais il peut être aussi en individuel. Par exemple, si vous posez une question sur le chat, une question particulière pour que l'on vous réponde, ça peut être aussi quelque chose de dédié, comme ça, d'avoir une relation un peu privée, entre guillemets, avec le formateur sur un point précis qui ne concerne pas forcément tout le groupe et qui pourrait, pour certains, être plus une relation d'intimité, on peut dire, entre guillemets. Donc, la classe virtuelle est l'outil le plus pratiqué en tutorat devant le fil d'actualité, le wiki, les réseaux sociaux, le chat et le mail. Donc, c'est vraiment quelque chose qui plaît. On y retrouve quand même l'avantage que ça représente, c'est que ça reproduit le présentiel avec son côté synchrone, c'est-à-dire on est tous là en même temps, comme on l'est là en ce moment. C'est vraiment pratique, vraiment, c'est ce qu'on est en train de faire, une classe virtuelle entre guillemets. On est sur un webinar, mais c'est la même chose. On va utiliser le tableau blanc. Donc là, le tableau blanc, c'est mes slides que je vous propose, mon animation, mais sinon, c'est exactement la même chose, avec un partage d'écran dans certains cas, où c'est quand même mieux de voir ce que voit des fois l'apprenant pour le corriger. Donc ça aussi, c'est des avantages qui se font. La prise de parole, puisqu'on peut prendre la parole aussi pendant un webinaire. Alors, je vois qu'il y a, d'accord. Il y a des petites questions qui arrivent, donc je vais y répondre, comme ça, en question client sur les secteurs les plus demandeurs de digital learning. Il n'y en a pas véritablement de secteur le plus actuellement. Je vais y venir juste, je vais regarder, je vais répondre à votre question de Franklin. Franklin, j'ai noté votre question, je vais vous répondre dans pas longtemps. Donc, je finis juste sur la classe virtuelle. En fait, la prise de parole et le chat qui permet de poser des questions en temps réel. Donc, l'apprenant, ce que je disais par rapport au MOOC, n'est plus seul par rapport à ça et c'est quelque chose qui est intéressant à proposer. Et aussi, ça permet comme ça de voir comme votre formation est un gain financier quand on est financeur de formation. Ça permet aussi d'avoir comme ça des raisons géographiques. Et donc, du coup, on rapproche tout le monde au même endroit. Donc, tout le monde est gagnant de ça. Et en fait, à travers ça, c'est à vous de trouver les bons leviers pour animer vos formations avec tous ces outils. Que ce soit la classe virtuelle, que ce soit les outils de social learning comme le chat, le mail, la webconférence, le fil d'actualité. Et donc, du coup, ça permet comme ça, c'est à vous de proposer, en fait, de réfléchir à ce qui peut être fait et pour dynamiser vos formations et à utiliser le mode synchrone ou asynchrone en choisissant le meilleur outil dans le but d'un accompagnement, bien sûr, pédagogique sur l'objectif de la formation. C'est-à-dire ce qu'il faut se poser la question, parce que des fois, on peut très bien aussi laisser le groupe réfléchir. On est en temps réel, là, on est en application en temps réel. On peut très bien dire, on aborde un sujet, un module de formation sur un thème donné et recueillir les impressions des apprenants pour organiser une webconférence avant. Donc, ça va vous permettre comme ça de collecter des informations pour mieux cibler et mieux répondre aux attentes des apprenants, enfin des stagiaires, pendant le webinaire que vous allez organiser au cours d'un tutorat, par exemple. Donc, il y a une question qui est posée sur justement quels sont les secteurs les plus concernés. En ce moment, on voit beaucoup de choses sur la sécurité, par exemple, qui se fait et sur le onboarding. Donc, il n'y a pas vraiment de secteur d'activité qui démarre véritablement, mais il y a vraiment des domaines, en tout cas, d'activité qui sont pris en compte.
Il y a une question aussi sur les formateurs aussi, sur leur rôle n'est plus le même. Le rôle n'est plus le même à travers de la transformation digitale. Le métier évolue, comme bon nombre de métiers actuellement, c'est vrai. Il est, il est pas neutre parce que c'est vrai que c'est impactant aussi. On n'a plus la même animation, on n'a pas le même feedback, on ne conçoit pas les modules de la même façon. Il y a une approche technique dans la formation qui arrive, qui n'était pas avant, parce qu'on pouvait le seul point technique que l'on pouvait voir dans certaines formations, en dehors des formations dans la mécanique ou choses comme ça, mais c'était la PowerPoint. C'est maintenant que le PowerPoint ne passe plus du tout auprès des apprenants, des stagiaires, et donc il faut dîner en lien avec ce qu'ils connaissent. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai tendance à dire toujours que la vie, c'est du son, de l'image animée et de la couleur, quoi. Donc, bah, voilà, faut appliquer ça, faut appliquer ça dans nos formations. Et il y a aussi le mouvement, parce qu'en formation, on peut aussi faire la pédagogie active et faire déplacer les apprenants, les stagiaires. Et donc là, bah, c'est aussi de se dire, bah, on va les déplacer un peu vers d'autres outils en fait, hein, pour la faire changer. Et on va casser le rythme comme ça. C'est les fameuses formations descendantes avec PowerPoint où on sait qu'il y en a qui s'endorment, il y en a qui digèrent pendant ce temps-là et que c'est un peu difficile comme ça de capter la motivation. Et donc, bah, comme un apprenant est à distance, bah, il faut aussi qu'il puisse revenir sur la formation. Donc, notre but, c'est vraiment de dynamiser, de fidéliser un peu comme ça, sans faire des effets d'accroche pour l'accroche. Ah, l'effet waouh, s'il est réussi, bah, c'est tant mieux parce que c'est un objectif pédagogique et c'est du waouh pour la pédagogie qui est à penser. Alors, des exemples de onboarding, bah, ça va être par exemple en RH. En ressources humaines, vous allez avoir comment accueillir les nouveaux collaborateurs. Vous allez avoir aussi chaque département qui peut aussi présenter son activité aussi. Donc, ça peut être la vente qui va présenter un peu son périmètre d'action. Ça peut être le marketing. Vous allez avoir aussi l'informatique qui peut présenter comme ça différents points. Je réponds juste, j'ai une petite question en même temps, j'en profite pour répondre en même temps rapidement. Hop, voilà, c'est parti. J'essaye. Voilà. Et en même temps, ah, ça m'a troublé du coup. Voilà, c'est bon. Il y a une excuse en même temps, il n'y a pas de problème, Amandine. Et donc, et donc, du coup, sur les domaines d'activité, ça va être vraiment, c'est ce qu'on voit, nous, un peu comme ça, c'est vraiment la sécurité. Alors, la sécurité en quoi? Ça va être, par exemple, toute la sécurité incendie. C'est vrai que ça se prête très, très bien et les outils de rapid learning s'y prêtent très bien, puisque vous pouvez simuler un incendie, c'est toujours mieux que d'en créer un vrai. Et donc, du coup, bah, de simuler l'incendie, de donner les bonnes pratiques, de pouvoir faire intervenir, un peu donner des réponses en même temps, enfin, de questionner l'apprenant à ce moment-là. On va aller parler de ça aussi de la partie évaluation, mais c'est aussi intéressant pour le, pour l'apprenant et le formateur. Les deux sont gagnants sur ça. Alors, pour revenir un petit peu à l'évolution aussi du formateur, le formateur qui devient un peu tuteur aussi, alors on parle de e-tuteur dans ces cas-là aussi pour ça, c'est intéressant aussi de se pencher en tant que formateur sur la notion de tutorat. C'est pas, ça change un peu, effectivement, on change un peu d'une zone de confort, entre guillemets, hein, pour ça, parce qu'en fait, on ne se retrouve pas à parler à un groupe, on se retrouve à parler des fois, on est en face à, enfin, en one-to-one, quoi, vraiment. Hein, si on peut être en relation comme ça avec l'apprenant directement, mais ça veut dire que là, on va beaucoup mieux cibler, beaucoup mieux répondre en fait à son besoin et proposer des actions correctives à ce moment-là. Alors là, je n'ai pas de retour, mais Amandine me fera le retour à ce moment-là sur ça. Hop, là, ici, je vais avoir, on va passer maintenant à un point. Donc, la notion d'engagement, j'en ai parlé un peu, hein, en disant que c'est à travers ces outils que ça va se présenter et à travers des différents leviers que vous allez pouvoir utiliser en mettant en pratique dans vos modules de formation quelle activité pédagogique vous proposez. Bien sûr, vous aurez toujours une partie de parcours, enfin, de module expositif, parce qu'il faut parler du domaine, du sujet à traiter, donner des informations, donner de la formation, et après, il y aura de l'évaluation, et après, il y aura pour tester comment ça a été compris et autres. Et, mais c'est vraiment, après, les outils sont à votre disposition, et c'est à vous un peu de faire vos courses dedans.
Avant, c'était le e-learning. Le problème du e-learning, c'est qu'il y avait qu'un écran, c'était du PowerPoint à distance, quoi, en fait, pas plus que ça. Là, maintenant, on va quand même plus loin. Il y a quand même vraiment des outils et des services qui sont autour en parallèle qu'il faut s'approprier. Donc, c'est vrai, pour revenir un petit peu à la question de tout à l'heure qui était le formateur est en évolution. Oui, il évolue vers ça. C'est pas évident, j'entends bien pour certains, mais on accompagne aussi sur cette partie. Donc, n'hésitez pas aussi à revenir vers Maskill Camp pour l'accompagnement de formateurs parce qu'on est vraiment à votre disposition pour vous aider dans cette transformation digitale, pour pouvoir vous approprier les nouveaux modes pédagogiques adaptés pour le digital, à quitter ce côté présentiel, ce côté synchrone et voilà. Et donc là, je vais vous donner la parole, entre guillemets, vous allez pouvoir voter avec, selon vous, on va passer maintenant à la partie évaluation parce que je vois que je n'ai pas d'autres questions. Donc, je vous propose qu'on passe à la partie évaluation et à une question, vous répondez sur le chat, sur les questions. Selon vous, à quel moment se déroule l'évaluation? Est-ce que c'est 1, en amont de la formation? Est-ce que c'est 2, pendant la formation? 3, vous mettez 3 pour à la fin de la formation et 4, après la formation. Donc, je vous laisse répondre, je vous laisse un temps de réponse pour ça, sachant qu'il n'y a pas de bonne et mauvaise réponse. Hein, voilà. Et allez-y, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Il y a Amandine qui vous a mis avec un indicateur pour mettre le chiffre ici. Le ou les chiffres, hein, on est limité à rien. Je laisse un petit temps de réponse encore. Et n'hésitez pas aussi à poser vos questions en parallèle. Hein. De toute façon, vous aurez nos coordonnées aussi à la fin de la présentation pour pouvoir nous contacter si vous avez d'autres questions, d'autres points à aborder. On est vraiment à votre disposition pour clarifier tous ces points. Alors, qui répondent pendant la formation, oui, 4 après la formation. 2, 3, d'accord. Gabriella qui nous répond aussi, d'accord. Vous pouvez mettre plusieurs chiffres. Hein. Il y a plusieurs réponses hein, possibles. Hein. C'est au choix, il n'y a pas de bonne et mauvaise réponse. C'est aussi vous dans votre pratique, parce que vous intervenez probablement dans des parcours de formation. Et donc, ça dépend à quel moment vous intervenez. 1, 3, 4, d'accord. 1, 3, 4, donc c'est en amont, c'est à la fin de la formation et après la formation, d'accord. 2, 3, 4, d'accord. Pendant la formation, à la fin et après la formation, ouais. Et bien, la bonne réponse, en fait, c'est que les quatre sont concernés. En fait, on va voir ensemble hein, pour la partie évaluation, en fait, que tout se passe. C'est les 4 temps où peut se passer une évaluation. Alors, ça va pas être la même forme. Voilà, Raphaël, 1, 2, 3, 4, bravo. Il n'y avait pas de gagnant, hein, juste les félicitations du jury. 1, 2, 3, 4 pour Raphaël, bravo. Et donc, mais sinon, c'est aussi possible par rapport à votre domaine d'intervention. Comment comment vous pratiquez l'évaluation dans vos parcours. Donc, en amont de la formation, on va être en fait sur une orientation, sur une évaluation d'orientation. On parle aussi elle est permanente, d'accord, aussi, c'est vrai. C'est vrai que Jérôme nous dit participe à ENI la formation. Si on part du principe ENI, la formation est continue, donc l'évaluation également. Absolument, c'est tout à fait. Très bonne réaction, merci. Merci Jérôme de cette remarque. Et donc, en amont de la formation, on est donc sur une orientation. En fait, c'est pour aider en fait à réfléchir en amont de ce qu'on va proposer. Donc, c'est une évaluation prédictive ou une évaluation diagnostique aussi qu'on va faire. Par exemple, moi, j'ai eu à faire avant de lancer une formation, il fallait que j'évalue le niveau d'équipement des futurs stagiaires. Et donc là, on retrouve un petit peu le A de la méthode ADI, si vous connaissez, qui est analyse. Et la partie analyse, on va se retrouver à analyser un peu le public. On va analyser les besoins. On va analyser aussi les contraintes techniques et budgétaires. Technique, ça peut être d'abord le niveau d'équipement. On peut avoir besoin d'une ligne Internet haut débit. Moi, j'ai eu des problèmes, par exemple, sur des formations qui étaient à suivre au Maroc ou en Tunisie. En Tunisie, où la connexion Internet est bridée par le gouvernement. Donc là, il faut faire avec, on n'a pas le choix. On n'a pas de plan B pour ça. Donc, c'est important de bien repérer si les conditions de la formation qui vont être déroulées vont être satisfaisantes et suffisantes pour tous les apprenants. Parce qu'on va dire, on apprend sur la région parisienne, on apprend sur la Belgique. On a un taux d'équipement qui est très satisfaisant. C'est pas toujours le cas, surtout qu'avec la formation à distance, on peut passer les frontières sans problème.
Donc l'évaluation des besoins et des prérequis, c'est aussi important aussi de le faire à ce moment-là pour bien répondre aux objectifs pédagogiques qui sont à faire. Hein. Donc là, on est donc sur le module de la formation en amont d'orientation. Raphaël qui me dit que c'est quand même moi qui ai gagné. Ah, j'ai gagné le plaisir de vous dire que vous étiez très fort. Voilà. Et donc ici, sur l'évaluation, ça vous peut permettre ici à ce moment-là de lister les attentes. Vous savez que c'est un point important que l'on va voir, pendant aussi une évaluation souvent présentielle, de bien recenser un peu en deux recueils, programme, on donne aussi un peu les attentes, prendre un peu ce pour avoir pour organiser éventuellement dans le cadre d'un tutorat sur votre parcours de formation. Le premier webinaire ou webconférence, en fait, ou classe virtuelle, va être pour recenser peut-être les problèmes de connexion, les problèmes techniques de la formation sur le parcours sur la plateforme et autres. Ça vous permet de prendre un peu le pouls comme ça de la formation. Donc, c'est une façon un peu de recenser comme ça aussi les différents points à voir. Ça peut se faire sur un wiki, sur un forum, sur un fil d'actualité. Après, c'est les outils dont on a vu tout à l'heure, je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont un peu à faire. Donc, les outils existent maintenant pour répondre à ce besoin. Donc, le deuxième volet, en fait, on est sur la formation, enfin l'évaluation pendant la formation. Donc là, on est en évaluation formative. On va évaluer les acquis. Ça va être sur des connaissances, ça va être la compréhension du sujet abordé. Est-ce qu'on va être sur ces parties? On va proposer par exemple des QCM, des quiz qu'on connaît sur les plateformes. On verra tout à l'heure comment ça se traduit sur ma Skillcamp. Et aussi d'autres activités pédagogiques qui peuvent être faites. L'imagination est sans limite. Ensuite, on peut y faire comme ça dans ces quiz et dans ces QCM, on peut proposer deux sortes déjà faciles. Ça va être l'entraînement, le quiz entraînement qui n'est pas, il n'y a pas de score, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de bonnes réponses à obtenir. En fait, c'est que de la simulation, donc ça permet de se challenger, de se lancer des défis personnels, un peu comme ça sur les quiz. Ensuite, il y a aussi l'évaluation qui va être sommative. Donc là, on met des scores. Ça veut dire qu'il faut avoir obtenu entre 70 ou 80% de bonnes réponses au quiz pour pouvoir passer au module suivant ou pour avoir réussi ce module. Et ça, c'est important aussi quand on est dans le cadre du formateur qui a proposé une formation sur une plateforme, d'aller regarder les statistiques aussi et de voir comment ça s'est passé. Dans ce type d'évaluation, il y a deux points importants à retenir. Il y a le quiz. S'il a été fait en dehors de la plateforme de formation du LMS, il ne va pas forcément donner une grande finesse dans les indications de réponse. Vous saurez, il l'a fait, il ne l'a pas fait, mais ça ne veut pas dire qu'il a forcément réussi. On ne récupère pas toujours toutes ces informations-là. Si vous le faites directement depuis la plateforme, l'outil auteur de la plateforme de LMS, à ce moment-là, vous allez récupérer aussi où est-ce qu'il a eu des bonnes réponses, qu'est-ce qu'il a répondu. Et ça, c'est quand même intéressant quand on est tuteur, d'aller regarder un petit peu ça pour repérer les difficultés rencontrées. Difficultés rencontrées dans la réponse, dans la connaissance, dans l'approche en fait qui a été faite par le module précédent d'acquisition de connaissances, mais aussi dans la formulation de la question des fois. Et ça vous permet aussi comme ça de proposer des ajustements, de la remédiation lors d'une webconférence. Vous pouvez proposer comme ça dynamiquement ou de rentrer en relation directement aussi avec l'apprenant pour savoir ce qui n'a pas été chez lui. Ça ne veut pas dire que vous allez refaire le cours, refaire le parcours de formation, mais de lever en fait des points d'ombre, des points à clarifier comme ça certaines zones. Et donc là, on va voir aussi dans ce type pendant la formation, l'importance aussi du tutorat, dont je vous parlais tout à l'heure avec le fil d'actualité. Et avec l'ajout de classes virtuelles pour donner des compléments d'information ou des fois aussi pour être tout simplement raccord avec l'actualité. Je prends l'exemple d'une formation qui aurait lieu sur le droit. Le droit avec, par exemple, sur des parcours médicaux, avec une réglementation qui évolue régulièrement, comme en ce moment, par exemple, il y a des points qui bougent, je sais, pour la France sur des parcours d'infirmières. Et donc là, vous allez avoir des fois besoin de donner une petite information en temps réel. Ça ne vous casse pas votre parcours de formation parce que lui était à jour quand vous l'avez fait. Ça vous laisse le temps de le mettre à jour pour les prochaines sessions de formation. Mais pour la session qui est en cours, ça vous permet de donner de l'actualité, de rester à jour sur vos informations et de pouvoir donner comme ça des articles à lire, de proposer des activités un peu autres qui sont au fil de l'actualité. Donc là, ça peut être lire un article de presse, ça peut être réagir à une interview, ça peut être vraiment, c'est
je vous dis là-dessus, c'est l'imagination au pouvoir pour vous. Vous avez le moyen de tracer, de déposer l'information, de la poser quelque part pour poser une question. N'hésitez pas à le faire. Là aussi, alors il n'y a pas d'évaluation derrière, mais vous êtes aussi dans l'acquisition de connaissances et de pratiques pour vos stagiaires. Et aussi, un point important à ce moment-là aussi, je vous disais, c'est vraiment de suivre les statistiques du parcours de formation. À ce moment-là, c'est très riche en indicateurs comme ça de réussite, de problèmes et autres. Vous allez voir si les gens ont des problèmes de connexion. Voilà. N'hésitez pas à regarder ça et à bien vous faire accompagner sur le LMS aussi sur la partie statistique en tant que formateur. Et donc là, on va passer au troisième point qui était donc après la formation, à la fin de la formation, pardon. On est toujours sur une évaluation formative puisqu'on est sur les acquis de la formation. Ça peut se présenter aussi bien sous des épreuves de certification, par exemple. On le voit maintenant sur les MOOC, on voit qu'il y a des certifications qui se font. Mais ça peut être aussi vous avez fait des modules, dans votre parcours de formation, vous avez fait plusieurs modules. Et dans ces modules, vous avez posé des questions à chaud directement sur les différents points. Et là, vous allez avoir une information aussi à la fin de la formation. Là, on est sur une évaluation pédagogique qui est plus à froid, puisqu'en fait, vous allez pouvoir reposer des questions sur les modules qui ont été faits il y a une semaine, il y a 2 semaines, pas les mêmes questions, sur d'autres questions, en fait, reformulées autrement, pour voir si vraiment il y a eu un acquis derrière, et en fait, et aussi réactiver la mémoire aussi, la mémorisation aussi de l'apprenant, ça aussi, c'est important. Et donc, on se retrouve aussi avec la fameuse évaluation de satisfaction le questionnaire de fin de formation aussi, qui permet aussi d'avoir des informations pour rester dans une logique d'amélioration continue dans vos formations, de pouvoir apporter des modifications sur les prochains parcours, pour pouvoir refondre un petit peu, si vous refaites un parcours de formation que vous avez prévu dans 15 jours ou dans 2 mois, ça vous permet de voir s'il y a des petits correctifs à apporter dedans. Et donc, nous allons voir le dernier, qui était le 4e maintenant. Et donc, après la formation, donc là aussi, on est sur les formations sommatives, puisqu'en fait, il y a un score qui en découle. Et on y retrouve les certifications et les titres professionnels. C'est ce que vous pouvez voir dans les MOOC, c'est ce que vous pouvez voir sur des formations avec des habilitations particulières. Je pense aux électriciens, par exemple. Dans le secteur de la construction, il y a pas mal comme ça de contraintes à avoir des habilitations toujours à jour. Donc, il y a une formation à suivre et après, il y a un examen à passer. Donc, cet examen peut aussi être à ce moment-là, après la formation. Et là, on est aussi dans une évaluation à froid parce que la formation était à chaud, c'était tout bien en mémoire, on avait tout bien encore en tête. Et là, on est en train de voir si on est sur la compréhension vraiment et sur la transformation après de ces connaissances différemment sur l'évaluation, sur une mise en pratique future. On n'est pas sur de la compétence, on est vraiment sur des acquis seulement comme ça. On est sur l'évaluation d'acquis, ça c'est important aussi à retenir. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois pas de questions pour l'instant. Ah là, n'hésitez pas à poser vos questions avant d'aborder le LMS. J'attends un petit peu. Pendant ce temps-là, je me connecte en attendant vos questions éventuelles pour y apporter les réponses. Donc, le camp, il va y avoir le studio qui permet d'évoluer, de réaliser en fait vos parcours de formation. Et le 3e volet qui va être le marketplace qui vous permet aussi de vendre vos formations. Donc ça, c'est aussi un point important. Parce que vous pouvez très bien avoir pu vos parcours, les vendre, avoir vendu pour un client, pour une équipe à former. Mais vous pouvez aussi très bien après les mettre généreusement, à vendre généreusement sur le web, en fait, pour intéresser d'autres, des individuels, par exemple. Des particuliers qui seraient intéressés pour suivre aussi ces parcours-là. On voit ça sur le management, par exemple. On voit ça aussi sur l'informatique. On voit ça sur les langues. Enfin, il y a quand même pas mal de services ou autres à voir. Et là, je vous invite aussi à aller voir, à ce moment-là, de vous créer un compte et d'aller voir ici le marketplace que vous voyez ici, qui sert à acheter des parcours de formation. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment à votre disposition. Donc là, ici, ce que l'on va voir sur cette démonstration, en fait, on va aller regarder ce que c'est que les activités pédagogiques sur lesquelles on pourrait faire des évaluations dessus, et également après les statistiques. Donc,
dans la gestion du camp, ici, vous allez avoir comme ça plusieurs notions. Donc ici, notamment, alors moi, j'ai pas des statistiques qui sont très denses parce que j'ai pas de parcours officiellement dedans parce que je fais de l'accompagnement. Donc, si j'ai quelque chose peut-être en statistique, ça pourrait être, voilà, un petit peu quelque chose comme ça qui donne, mais je suis toutes mes excuses de ne pas en avoir plus à l'écran. Ça va venir, voilà, ici, donc vous avez un peu le taux de succès qui est fait avec la progression, vous allez avoir des informations. Vous aurez aussi les apprenants qui ont suivi un peu comme ça. Vous pouvez voir aussi des corrections, enfin, vous avez pas mal d'informations. Et je vous invite vraiment à regarder. Alors, c'est vrai que j'ai pas de modèle à vous mettre, mais je pourrais vous envoyer un complément d'information sur les statistiques à avoir et qu'est-ce qui serait important à faire à travailler avec. Si par la suite vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter Amandine pour lui demander l'information, je vous la transmettrai. Donc en fait, ce qui est important de voir, c'est le taux de succès dedans, le taux de performance également qui est à identique, hein. Mais et aussi la progression. Donc vous allez voir un peu si un apprenant, par exemple, à ce niveau-là, a du mal à suivre ou qu'il avance plus dans le module, ça vous permet de le relancer, soit par téléphone, parce que ça c'est aussi, on n'ose pas forcément le faire, mais je vous assure que les stagiaires apprécient vraiment d'avoir cette relation en direct, comme ça, en disant bah, tiens, regarde, bah, tiens, ça s'est vu, j'étais pas. Voilà, c'est dans le web, on vous entend. On vous entend et on vous voit. Et c'est important de retourner ces informations parce qu'en fait, le stagiaire va se sentir beaucoup moins seul et va donner une autre dimension. Et ça peut très bien le relancer dans la formation et qu'il reparte vraiment pour plus confiant. Donc, c'est vraiment quelque chose, la notion d'accompagnement qui est importante là. Et vous allez avoir aussi donc la partie des modules. Alors, dans les modules maintenant ici, on va aller voir ici. Hop. Alors ici, c'est dans le studio que l'on fait ça. Alors, pour votre information, le studio de Maskill Camp est en pleine évolution. Et donc, il va y avoir une prochaine version très rapide, très prochainement qui va arriver. Là, c'est des questions on n'en est plus qu'à quelques jours, je pense, comme ça. Et ce qui va être intéressant, c'est que ça a été pensé quand je vous ai parlé de formation qui était avec comment dire, ah, le mot me manque. Juste quand je vous ai parlé de formation avec des activités pédagogiques un peu différentes, que ce soit des entraînements, des quiz d'entraînement, des quiz avec des scores ou des quiz de certification. Sachez que ces trois événements-là, ces trois activités-là sont prises en compte dans le nouveau studio. Donc, un quiz d'entraînement, ça veut dire qu'il y aura une base de questions, que ce sera par exemple, il y a une base de 30 questions, il y en aura 10 qui seront tirées de façon aléatoire. Et le stagiaire pourra tout à fait répondre à ces questions-là. Le but, c'est que ça soit le plus dynamique possible, qu'on n'ait pas les mêmes informations d'un apprenant à un autre aussi, pour casser un peu ce rythme-là, pour travailler la curiosité aussi. Ça, c'est aussi important aussi pour vos stagiaires, de les rendre curieux, de les rendre incités. Ça aussi, ça fait partie de l'engagement et de la motivation. Et donc là, à ce moment-là, vous allez avoir vraiment un outil pour ça, avec aussi à prendre en compte dans les évaluations, donc le score, bien sûr, les certifications, les examens et autres sur ça, mais vous aurez aussi la possibilité de poser un barème un peu sur vos questions de certification, c'est-à-dire que les questions auront des points. Donc ça, c'est à vous aussi de concevoir le barème. Après, mais ça sera possible de le transposer à distance. Et donc, les questions auront des points, que ce soit positif ou négatif. Il y a des réponses qui peuvent entraîner des mauvaises réponses qui peuvent entraîner une perte de points. Et donc, et vous aurez aussi, là, vous l'aviez aussi, mais la partie indicée, c'est-à-dire que de donner un indice pour aider. C'est le fameux appel à un ami, vous savez, dans Qui veut gagner des millions. Et donc c'est avoir un peu un indice pour donner quelque chose, mais là, bien sûr, au lieu de rapporter 2 points, il n'en rapporterait qu'un. Ça, c'est à vous un peu de jongler sur ça. C'est une logique un peu à acquérir, mais après, c'est une gymnastique un peu à faire. Mais après, je vous assure que c'est vraiment pour l'apprenant, c'est plutôt dynamisant parce qu'il ne dit pas bon, j'ai un point. Non, non, il faut réfléchir, quoi. Là, c'est vraiment, on est plus sur de la formation, quoi. Donc ici, si je veux faire ici, donc je suis sur un module ici. Alors, je vais aller en prendre un existant parce qu'en fait, c'est des activités qui vont être importantes. Parcours de formation. Je vais aller créer donc mon module. Voilà, je viens ici. Alors, le A. Test
A, par exemple, il va être ici, il va être en français. Ça va être une évaluation. Alors, c'est là, ici, vous allez dire si la formation va être évaluée, s'il va y avoir une évaluation ou pas. Là, on est sur une évaluation sommative, là. Que là, si j'étais en apprentissage, je resterais sur de l'entraînement, en fait, sur du quiz qui n'est pas vraiment pénalisant. En fait, on vérifie que la personne a compris, on lui provoque un peu, on lui redit des fois la même chose, mais d'une autre façon. Donc là, c'est une façon aussi de dynamiser le parcours de formation en proposant une activité qui propose une activité pédagogique différente. Donc, on réveille un petit peu aussi l'apprenant avec une autre forme de questionnement. Voilà, contenu du module ici. Et ici, je vais l'ajouter mon quiz. Et ici, vous allez voir ici que vous pouvez ajouter différents points. Donc, le texte à trous. Alors, le texte à trous, ça se présente bien pour des langues, par exemple, trouver le bon mot. Mais ça peut être aussi pour du juridique, aussi d'aller placer le bon article de loi dont il est question. Hein. Donc, le texte à trous peut servir comme ça, c'est à vous après d'imaginer ça. La question ouverte, c'est qu'on pose une question simplement, comme ça, et que la réponse est libre. Il n'y a pas de format particulier. Il est tenu de répondre avec un texte comme il veut dedans. Bon, les fameuses questions vrai-faux, les QCM, donc on connaît comme ça, ou à choix multiples, on est sur du standard. Ici, les phrases réordonnées. Alors, les phrases ordonnées vous permettent, par exemple, d'assembler. Vous allez avoir faut acquérir du vocabulaire plutôt que de poser un glossaire. Vous pouvez très bien poser un glossaire au format PDF dans votre parcours de formation et qu'il soit consultable. Et ce qui est intéressant, c'est d'interroger sur ça pour voir si les gens ont bien retenu. Donc, vous pouvez très bien donner dans les phrases ordonnées, c'est que d'un côté, vous allez avoir, ça peut être un exemple ici, voilà, titre de la question, et ici, phrase à réordonner. Donc, ça va être classé, on va faire quelque chose de très simple qui va être classé par ordre chronologique. Et ici, placer les phrases. Ici, je vais mettre un, ajouter une phrase, je mets 2, et ainsi de suite. Donc là, c'est assez logique. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai d'assez simple. Et donc, ça va me permettre, ça va me demander après d'aller classer des questions comme il faut, comme on le souhaite. Vous avez ici donc un indice. Donc, vous pouvez très bien dire, il n'y a pas de piège. Vous pouvez tout à fait mettre ce que vous voulez comme information. Et ici, vous pouvez dire, voilà, voilà, vous pouvez très bien mettre quelque chose comme ça et le proposer. Ah, réponse, ça sera mieux. Hop. Voilà. Donc là, ça peut être une activité comme ça avec un ordre. Ici, vous allez aussi avoir l'association. Alors l'association, ça va vous permettre, par exemple, de donner une définition. Poser la question, c'est classer dans l'ordre. Et vous pouvez très bien faire replacer, en fait, donner le mot, par exemple, et sa définition à replacer. Donc vous allez mettre 3 mots, par exemple, différents, et 3 définitions, mais tout dans le désordre. Et là, ça va être à l'apprenant de replacer un peu les choses dans l'ordre. C'est une autre façon aussi d'acquérir le vocabulaire, et ça veut dire qu'il faut qu'il ait réfléchi sur ça à ce moment-là. Hein. Ensuite, vous allez pouvoir aussi avoir, donc par catégorie aussi, donc des catégories, c'est aussi une façon de poser des questions un peu pour donner des choix. Donc vous pourriez très bien poser une question et de dire maintenant ranger telle catégorie à tel endroit, enfin placer par exemple tout ce qui est de couleur bleue. Voilà, vous allez placer toute la catégorie bleue et tout ce qui est en rose, vous allez placer la catégorie, tout ce qui va avec du rose. Donc là, c'est un autre point. Ici, vous allez avoir aussi en dernière comme ça, qui est une question audio. Alors ça, c'est un gros avantage. Ça se présente très bien pour les langues, mais c'est aussi un avantage pour tous vos apprenants qui n'ont pas forcément, vous savez, vous pouvez former aussi avec des gens qui sont aux États-Unis ou qui sont dans les pays du Maghreb, où le clavier informatique n'est pas forcément le même. Et des fois, pour taper, on a des surprises sur certains mots qui apparaissent à l'écran. Et donc, ça vous permet, pour quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec un clavier, de pouvoir aussi répondre avec aussi
une réponse aussi avec de l'audio. Donc ça permet aussi bien aussi, puis ça varie aussi plutôt que de lire. Vous mettez un visuel, vous mettez du texte. Mais là aussi, d'avoir une question à écouter, c'est aussi une façon aussi un peu on a l'impression qu'on s'adresse directement au stagiaire. Donc ça aussi, c'est intéressant. Donc voilà pour la partie un peu solution d'évaluation dans les modules. Et donc là, c'est à vous de varier les activités par rapport à ce qui est à faire sur le parcours. Pensez toujours quand même par rapport à ça que c'est quelle est l'activité à réaliser par rapport au thème à aborder. Ne faites pas un quiz pour un quiz. Le quiz, c'est ce qu'on voit partout. Et les gens ont une certaine lassitude sur ça. N'hésitez pas à varier les activités. C'est pas forcément pénalisant pour l'apprenant de le bousculer un petit peu sur ça parce que ça le fait réagir autrement et du coup il se met plus sur un ordre de réflexion plutôt que de réponse un peu automatique, quoi. Donc susciter la réflexion chez votre stagiaire et ça c'est important. Est-ce que vous avez des questions sur la partie un peu d'évaluation? Alors sachant aussi que sur ce type de plateforme, ici aussi, vous allez pouvoir faire, est-ce que je vais aller mettre, voilà. L'idée, c'était est-ce que vous allez pouvoir pratiquer rapidement ce genre d'outils? Oui. Alors, vous entendez que le formateur, c'est une transformation digitale, c'est parce qu'en fait, il pouvait très bien poser ces questions à l'oral, comme ça, avoir des réponses, ou sont toujours les mêmes qui répondent, hein, bien souvent. Et donc là, là, tout le monde va répondre. Et là, c'est aussi un retour aussi différent. Donc, c'est vraiment un métier qui évolue, pour reprendre un peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un métier qui évolue, mais vous avez vraiment une somme d'outils à disposition. Et en plus, là, je vous parle d'outils sur une plateforme, des choses standards, mais vous avez encore sur le web des choses qui existent. Pensez aux Padlet comme ça aussi, que vous pouvez utiliser et intégrer aussi dedans votre parcours. En fait, vous pouvez tout à fait. Et pour ça, je vais aller vous montrer une partie ici d'Ancora. Ici, si je prends un parcours, par exemple, ici, hop. Alors là, je ne vais pas avoir de questions, je ne crois pas. Mais si j'avais des questions sur ça, ici, voilà, dans le fil de discussion, j'ai parlé tout à l'heure du tutorat. Dans le tutorat, ici, vous allez avoir fil de discussion, fil d'actualité, hein, ça s'appelait forum avant. Maintenant, c'est parce qu'en fait, on va avoir ici, regardez, ici, ce qui est possible de faire. Vous allez aussi bien pouvoir déposer depuis la bibliothèque des images, hein, de ce que vous avez à faire, donc que ce soit des images, des vidéos, que ce soit sinon aussi des documents, donc aussi bien des PDF que des documents PDF que des documents Word, Excel et autres. Hein, ici, une intégration. Hop là, je vous ai perdu. Je reviens de suite. Tac. Ici, donc, également, donc apporter des documents, ça sera aussi possible, par exemple, vous pouvez aussi également proposer un travail à remettre. Hein, un document à remettre, une réflexion, donc ça peut être aussi bien un document PDF, mais que ça pourrait être aussi bien une intégration web, c'est-à-dire ici une URL, ça peut être pour une situation où le stagiaire se sera filmé, aura déposé sur sa chaîne YouTube en privé et ira mettre comme ça le lien ici. Vous pourrez voir une évaluation sur une action à mener. Ça peut être sur une action commerciale dans certains cas, sur des ventes, simuler une vente et voir comment il réagit. Vous pouvez tout à fait comme ça créer une activité qui soit autre que le questionnaire aussi. Utiliser les outils autres, sachant que maintenant, tous les PC sont équipés d'une webcam pratiquement, hein, donc il n'y a vraiment plus de soucis sur ça. Et vous pouvez aussi enregistrer votre voix. Donc, quelqu'un qui ne serait pas à l'aise avec le clavier, hein, pour des raisons diverses, hein, comme je vous ai évoqué tout à l'heure, ben là, il pourra tout à fait aussi s'enregistrer et déposer ce qu'il aura à faire. Déposer sa réponse, en fait, par rapport à une question. Alors, c'est vrai que le formateur se retrouve avec des travaux à corriger pendant, mais ce qu'il peut très bien avoir aussi pendant une session en présentiel. Et donc là, c'est juste une transposition sur des activités, sur la dynamique de la formation. Ça fait partie d'une nouvelle activité du formateur avec la notion de feedback, la notion de suivi, d'accompagnement pendant. On n'est pas sur une journée, on est sur un parcours de formation qui peut durer 3 semaines. Et donc là, c'est la notion de tutorat qu'il faut définir un peu comme ça, hein, qui peut représenter peut-être 2 heures par semaine, hein. C'est après à négocier avec votre commanditaire, hein, sur cela. Et donc ici, donc je vous ai parlé de ça. Ici, donc je vais voir ici mes résultats. En tant qu'apprenant aussi, j'aurai mes informations ici également.
hein, avec ici et mes résultats ici. Voilà. La progression et le succès, de voir ici pour les apprenants, et vous pouvez télécharger ici les informations au format XLS. Donc, ça veut dire que vous pouvez retravailler après selon ce que vous avez à présenter à votre client, de voir un petit peu ce qui va être à communiquer dans certains cas. Hein. Est-ce que vous avez des questions sur la partie évaluation transposée à LMS? C'est vrai que c'est quelque chose, on représentera le nouveau studio. Je vous invite vraiment à venir à ce prochain webinaire qu'on organisera autour du studio 3 pour vous parler un peu de la nouvelle approche que l'on en fait, puisque c'est une approche dynamique qui rapproche le formateur et le stagiaire, en fait, hein, avec autour d'activités qui aide le formateur aussi à bâtir des activités pour son stagiaire. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Je suis à votre disposition pour y répondre. N'hésitez pas. Donc, à MyStillCamp, ben, je ne suis pas toute seule. Alors là, il y a Kevin qui est également un Digital Learning Expert. Vous avez Amandine qui est en connexion avec nous pour vous accompagner sur le chat et sur ce webinaire, et qui est aussi votre interlocutrice pour la partie marketplace. N'hésitez pas à lui poser des questions. Ludovic, qui est notre magicien, qui nous fait tous les développements de cette plateforme et qui fait vraiment du très très beau travail, quoi. Et moi qui suis sur Paris et qui intervient aussi en Belgique sur l'accompagnement de solutions digitales, que ce soit pour des formateurs, que ce soit pour des responsables de formation, des entreprises. C'est vraiment tous vos services pour vous aider à proposer des solutions vraiment correspondant aux attentes de vos apprenants, de votre client, mais aussi de votre client final qui est l'apprenant. Alors, la plateforme intègre-t-elle les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn? Non, pas par rapport à ça, parce que c'est encore volatile. Pour l'instant, on a beaucoup LinkedIn, beaucoup Facebook, mais vous allez avoir d'autres plateformes qui vont arriver. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est tout à fait provoquer une question et de poser une question sur l'outil, sur votre plateforme LMS, et également d'envoyer la réponse vers une communauté que vous aurez créée, que ce soit sur LinkedIn ou sur Google+, ou via Twitter, en fait. Vous pouvez tout à fait créer un hashtag particulier sur votre formation, le temps que. Comme vous pouvez aussi, vous créer aussi une communauté pour votre parcours de formation sur l'application Slack, si vous connaissez, qui est une application gratuite aussi, hein, et qui permet d'être aussi bien vue sur toutes les plateformes, que ce soit un PC, un Mac, sur Linux, que ce soit sur un smartphone Android, que ce soit sur un Windows Phone, que ce soit sur un Apple, il y a vraiment un iPhone, il n'y aura aucun problème. Donc, n'hésitez pas à regarder tous les outils qui sont à disposition, à vous les approprier, à savoir lesquels qui sont lequel vous êtes le plus à l'aise déjà, et deux, lesquels qui correspondent quand même à vos besoins, en fait, en tant qu'outil de formation, d'accompagnement de vos formations. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est vraiment de trouver un peu dans les recettes. Vous savez, c'est des recettes de cuisine où tout le monde n'utilise pas un batteur électrique. Il y en a qui font la fourchette, il y en a qui vont le faire avec un fouet. Enfin, vraiment, c'est chacun pour faire sa mayonnaise ou pour faire, je sais pas, d'autres plats. Et d'autres, c'est vraiment, ou la chantilly, c'est vraiment chacun qui va s'approprier ce qu'il a besoin dedans. L'important, c'est que vous arriviez à faire votre chantilly ou votre mayonnaise et qu'elle soit bonne. Voilà, qu'elle soit appréciée de tous. Je crois que c'est vraiment ça. Après, c'est vos outils, c'est vous, comment vous vous êtes approprié, avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Et ça ne veut pas dire, alors c'est vrai qu'il y a aussi c'est aussi assez volatile, ça évolue quand même régulièrement. Tous les 6 mois, même tous les 3 mois, maintenant, on voit apparaître de nouveaux outils. Testez-les, lisez bien ce qui existe, faites une veille comme ça sur ces outils-là. C'est vrai que le métier de formateur, il ne faut pas oublier aussi la veille pédagogique, mais aussi la veille technologique, parce que c'est aussi des évolutions. Autant, nous, avec la SkillCamp, on est vraiment à l'affût de tout ce qui se passe un peu comme ça sur ces nouvelles pratiques. On ne met pas tout en lien, parce que des fois, c'est un peu un épiphénomène. Donc, le but, c'est pas de répondre à un effet de mode, le but, c'est de répondre à un besoin pédagogique. Donc, ça sera vraiment quand on fait évoluer notre outil, c'est vraiment dans un souci d'accompagner le formateur et les apprenants vers un résultat de formation qui soit on ne peut plus satisfaisant pour tout le monde, quoi. Voilà.
Donc là, j'espère que je n'ai pas trop débordé, ça va, parce que j'ai tendance à être bavarde. Donc, je tiens vraiment à vous remercier pour votre participation déjà, et de vos questions et vos réactions, parce que c'était très intéressant. Vos questions, en tout cas, m'ont beaucoup plu. Et donc, je tiens à vous aussi à vous communiquer comment nous joindre. Vous avez comme ça de différents points d'entrée, qui soient par LinkedIn, par Twitter, par mail, par téléphone ou par le site Internet. On est vraiment disponible et visible un peu partout. Donc, il n'y a vraiment aucun souci. On est à votre disposition pour toute question et n'hésitez pas, quoi. Donc, merci beaucoup à vous et je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour nos prochains webinaires. Au revoir.